Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre fidélité à notre télé. Ce soir, à Question et un expert, nous avons M. Isiaka Diakité Kaba. M. Isiaka, vous êtes né en Côte d'Ivoire, c'est cela? Vous êtes professeur de lettres modernes, je dirais. Oui. Hein? Vous avez enseigné en Guinée, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis depuis 2000, c'est cela? Oui. Et aux États-Unis, où est-ce que vous avez enseigné? J'ai commencé en Louisiane. En 2000, j'ai eu un contrat avec le département de l'éducation. J'ai enseigné en Louisiane jusqu'en 2005. Après, je suis allé à Iowa. C'est dans le Midwest américain où j'ai enseigné aussi dans une université pour 1 an. Après, en Floride. Et retourné en Louisiane et finalement à New York. Et vous enseignez quoi, le français? Français, oui. Pourquoi vous avez besoin de venir ici aux États-Unis pour enseigner le français? Parce que il fut un moment, après l'ENS, j'ai commencé à enseigner à Bongouanou. Bon, j'étais pas trop satisfait de la situation généralement dans le pays. Et puis je voulais aussi découvrir d'autres horizons, avoir d'autres challenges par rapport à moi-même. Bon, je voulais aller au-delà de ce que je faisais, quoi. Bon, j'étais un prof au collège moderne de Bongouanou. Je me suis dit que je pouvais avancer pour faire autre chose, surtout dans le même domaine. Et aujourd'hui, vous enseignez le français à un niveau supérieur, c'est cela? Je veux dire, un peu, oui. Vous enseignez le français aux Américains? Voilà. Oui. Bon, aujourd'hui, nous vous recevons parce que vous êtes l'auteur de cette œuvre, une pièce de théâtre, Sundiata, le lion, le jour où la parole fut libérée. Oui. Et quel est le contenu de cette œuvre? La pièce de théâtre Sundiata, le jour où la parole fut libérée, c'est une réécriture de l'épopée mandingue. On a tous appris l'épopée mandingue à l'école, mais je pense qu'il y avait un déficit au niveau de la restructuration de cette épopée pour essayer d'englober tous les personnages importants dans l'histoire du mandingue. Par exemple, l'épopée qu'on connaît n'évoque pas toujours le rôle des femmes. Et dans mon œuvre, j'essaie de donner une part importante au rôle de la griotte, parce que l'épopée est généralement chantée, proférée par les griots. Il y a toujours une griotte en filigrane, mais dans les épopées qu'on connaît, on ne donne pas généralement un grand rôle à la femme. Et puis à la musique et au style d'écriture. Donc je me suis dit que je pourrais réécrire cette épopée d'une autre manière. Et donc, qu'est-ce que vous avez essayé de véhiculer? Nous voyons qu'ici, il y a l'épopée, mais il y a aussi une sorte d'histoire vraie. Vous avez essayé de retranscrire l'histoire réelle. Bon, tout est parti de... j'ai fait un doctorat sur Amadou Kourouma. Et quand je travaillais sur ma thèse, j'ai eu à explorer beaucoup d'œuvres liées au griot. Et à écouter aussi beaucoup de musique mandingue, de griot. Il faut dire l'espace mandingue s'étend au-delà du Mali ou de la Guinée. On peut englober le Sénégal aussi, il y a beaucoup de griots traditionnels. Donc j'ai eu à explorer cette création traditionnelle. Donc après ma thèse, je me suis dit que je veux retravailler quelque chose sur les griots avec un autre style. Donc l'intention était d'essayer de mettre dans une œuvre le style de profération narratif oral du griot, pas en prose mais en vers, et en même temps intégrer toute l'histoire de l'épopée mandingue en me focalisant sur les recherches qui à ce niveau, les recherches historiques. Donc c'est une combinaison de l'épopée et des faits historiques qu'on trouve dans des œuvres sérieuses comme la Grand Geste du Mali de Youssouf Tata Cissé. Voilà, revenons un peu à votre œuvre, commençons par la première page de cette œuvre. Vous avez une couverture assez particulière. Oui, la couverture, c'est un signe graphique qui est lié au Komo. Le Komo, c'est une confrérie initiatique des chasseurs Malinké et Bambara. Ce signe, bon,
dépeint en quelque sorte la création du monde. C'est un signe très sophistiqué. Chaque signe vertical a une signification. On ne peut pas rentrer dans les détails ici parce que ce signe nécessite tout un cours. Toute une initiation en fait. Oui. Donc mon intention était de rester collé à la tradition. Parce que quand on reste longtemps dans les pays occidentaux, on a tendance à oublier nos racines. Bon, c'est un cliché, mais dans mon cas particulier, c'était nécessaire que je reparte à la source pour savoir ce qui existait déjà. Parlons de source, parlons de votre œuvre. Vous dites ici que Soundiata est venu au pouvoir pour lutter contre l'esclavage, parce que l'épopée nous dit. Oui, quand on lit l'épopée de Djibril Tasminian, qu'on a tous étudié à l'école, et d'autres épopées, ce côté n'est pas mis en exergue. Donc au cours de mes recherches pour ma thèse, en fait, je suis tombé sur les recherches de Youssouf Tata Cissé et de Wakami Soko, un griot célèbre malien. Ils ont travaillé en collaboration pour produire la grande geste du Mali. Je me suis rendu compte que en filigrane, l'arrivée de Soundiata au pouvoir, elle était liée à un processus de toutes les chefferies traditionnelles pour combattre l'esclavage. C'est pour combattre l'esclavage venant du nord transsahérien qu'ils se sont mis ensemble pour se défendre. Mais Soumangourou Kanté aussi dans l'épopée mandingue apparaît comme le caractère du méchant. Tu vois, cette épopée nous montre d'un côté le bon contre le méchant. Et les recherches de Youssouf Tata Cissé et de Wakami Soko expliquent que, surtout Wakami Soko, le griot, il y avait ce conflit entre les chefferies traditionnelles et à la suite de conflits, de querelles, les gens vendaient les captifs, comme on les appelait, aux marchands arabes qui traversaient le Sahara. Et Soumangourou Kanté a rencontré ses chefs et leur a dit, il faut qu'on cesse ces querelles intestines qui dépeuplent nos populations, si je puis m'exprimer ainsi. Et ces chefs lui ont répondu, tu es un Kanté, reste dans ta forge. La seule chose que tu as habilité à faire, c'est de rester forgeron et de construire des armes pour nous. Et Soumangourou Kanté, excédé, leur répond, ok, je vais vous faire goûter le métal en fusion. Donc, il a construit son armée, commencé à les combattre et à mettre leur population en esclavage. Et c'est à la suite de ce processus qu'ils ont appelé Soundiata pour venir les libérer. Oui, mais à la fin de votre œuvre, Soumangourou Kanté revient. Ah oui, on pourrait le dire. Oui, ça c'est... Je voulais pas que la fin de mon œuvre soit politiquement correcte. Parce que l'épopée qu'on connaît, Soundiata est l'empereur, l'empire prospère et tout va bien. Mon intention dans la pièce de théâtre, cette fin de pièce de théâtre où on annonce l'arrivée de Soumangourou Kanté qui est censé disparu, c'est un clin d'œil un peu aux situations politiques qu'on vit en Afrique. Parce que pour moi, il n'y a pas de dissociation entre le passé et le présent. Il faut pouvoir lire ce qui est passé pour pouvoir avancer. Généralement chez nous, on a tendance à perdre cette mémoire-là. La preuve, chez nous, il n'y a même pas de musée, il n'y a même pas de bibliothèque décente. Et donc, je voulais montrer que Soundiata, dans l'épopée réelle, est mort. Mais moi, dans ma pièce de théâtre, Soundiata arrive. C'est un clin d'œil un peu aux démocraties chancelantes chez nous. On a l'impression qu'on n'est jamais arrivé à consolider les situations politiques stables. Bon,
Mon œuvre a été publiée en 2010. On ne peut pas me reprocher d'être un devin, mais la réalité au Mali nous prouve que, après près de 20 ans de démocratie, on est reparti en arrière. Donc, c'est pas un cas spécifique au Mali. Il y a des situations comme ça sur tout le continent. Merci. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler que nous sommes avec le professeur Isiaka, le docteur Isiaka Diakité Kaba, qui est professeur lettres modernes ici aux États-Unis. Il a depuis 2000, c'est cela? Oui, oui. Oui. Et il vient nous présenter cette seconde œuvre qui est une pièce de théâtre. Elle diffère un peu de la première œuvre que vous avez produite. Oui. Cette œuvre, vous me permettez le terme, et quand on la lit, je parle de la première œuvre, quand on la lit, Sisyphe l'Africain. Voilà, nous voyons Amadou Kourouma, pratiquement. Hein? Oui, en quelque sorte. Bon, je sais pas. C'est lui votre inspirateur, c'est celui qui vous a inspiré. Le style Kourouma, et j'ai eu à expliquer dans une émission précédente, la personne qui m'a poussé à publier ce roman m'a dit, Isiaka, il faut que tu publies un roman parce que tu as une manière croustillante d'utiliser la langue française. J'aime beaucoup les proverbes, j'aime beaucoup les jeux de mots, je n'aime pas les phrases simples qui expliquent tout. Donc il m'a dit, Isiaka, il faut que tu écrives, tu utilises le même style. Bon, j'ai été influencé un peu par Kourouma aussi, parce que depuis l'école normale supérieure à Abidjan, on a étudié Kourouma, et j'aime bien l'humour de Kourouma. Donc peut-être que j'ai été influencé, mais la grande différence, c'est que c'était une œuvre en prose, et ici c'est totalement différent. C'est pratiquement des vers. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de changer de style d'écriture? Bien, je voulais essayer le théâtre. En même temps, je voulais essayer le style en vers. Il y a une raison profonde à cela. J'ai passé mes 5 premières années en Louisiane. Et mon intention était d'écrire quelque chose sur Soundiata qui va être utilisé par des musiciens de jazz. Et pour ouvrir une parenthèse, il y a un projet de jazz lié à cette œuvre Soundiata le Lion que j'ai remis l'année passée à Wynton Marsalis, un des plus grands musiciens de jazz des États-Unis, le directeur de jazz à Lincoln Center. Bon, il vient de la Louisiane aussi, on s'est rencontrés, je lui ai remis la pièce de théâtre plus le projet. L'intention était d'utiliser le jazz pour réexpliquer l'épopée mandingue. Parce que l'épopée mandingue est toujours expliquée en utilisant la musique mandingue. Donc l'idée était de créer quelque chose de nouveau. Puisque Wynton a écrit, il a eu le prix Pulitzer pour une œuvre liée à l'esclavage. Donc l'intention était, son œuvre liée à l'esclavage commence quand les premiers esclaves noirs arrivent aux États-Unis. Donc je lui ai dit, mais cette œuvre tu peux écrire un autre texte, une autre musique avant qu'ils arrivent aux États-Unis. Parce que la tendance générale, c'est de croire que avant l'esclavage, on était tous en train de courir nus dans la brousse à ne rien faire, à vendre nos frères. L'intention était d'utiliser le jazz pour décrire ce qui existait avant l'esclavage. Oui. Vous parlez ici dans votre œuvre de la charte du Mandé. C'est quoi la charte du Mandé? La charte du Mandé, avant d'avancer, je vais dire, il y a une petite controverse là-dessus. Oui. Il y a 2 chartes qui circulent. Mais d'après mes recherches, il y a un professeur sénégalais qui a bien démontré qu'il y a une charte, le professeur Mamadou Diabaté, si je me rappelle bien, qui a démontré qu'une des chartes est authentique. Et la charte du Mandé, c'est un genre entre guillemets, constitution qui a été établie à la création de l'Empire, où les Mandinkas. C'est quoi les Mandinkas?
c'est le peuple du Mandé, ont décidé de créer un texte pour pouvoir vivre ensemble. Et l'histoire dit que c'est au cours de la création de la charte, la parenté à plaisanterie, qu'on appelle le Sananguya, presque tous les peuples africains ont ça, a été institué dans l'empire du Mandingue. Donc j'ai tenu à mettre la charte au début de mon œuvre pour montrer que c'est un processus de continuation qui a aidé à stabiliser l'empire pendant des années. Oui. Notre mission tire à sa fin. Je voudrais vous demander si le message que vous essayez de véhiculer sur le griot, parce qu'il s'agit un peu du griot dans cette œuvre, est-ce que le message que vous essayez de véhiculer, c'est que le griot est un ambassadeur de la culture africaine? Oui. Le griot est un personnage ambigu, à facettes changeantes. Il y a des griots qui chantent pour les présidents, pour un peu de sous. Il y a des griots qui gardent toujours la tradition. Il y a des griots qui vont de funérailles en funérailles. Donc la question, après toutes les années de travaux sur le griot, la question demeure: de quel griot parlons-nous? Et donc, pour rouvrir le débat, ma thèse et mon travail sur le griot dans l'œuvre de Nkrumah essaie de répondre à cette question. Mais la question demeure: de quel griot parlons-nous? Oui, mais ici, dans votre œuvre, je reviens au contexte politique et social. Vous dites ici que le griot demeure un personnage aux facettes changeantes qui n'a cessé de s'adapter aux changements socio-économiques, politiques et culturels. Oui. C'est-à-dire qu'il s'adapte. Il s'adapte. Et on peut, quand on va dans le monde moderne, je prends Youssou N'Dour. J'aime bien sa musique. Youssou N'Dour est griot. Mais quand on remonte, disons, 800 ans dans le temps, les griots comme Youssou N'Dour étaient confinés dans un espace villageois. En fait, c'est le seul personnage dans la tradition, dans les traditions mandingues qui a évolué. Du griot traditionnel, on les retrouve sur les podiums de télévision. Ils font des disques, des CD, des concerts. Youssou N'Dour est un exemple. Si je reste dans l'espace du Sénégal, Baba Mal est un exemple. Quand on vient dans l'espace mandingue, Sekouba Bambino est un exemple. Ils ne sont plus confinés à l'espace villageois. Le discours a changé, le matériel a changé. On les retrouve au Carnegie Hall. En un mot, le griot a évolué. Mais la question demeure: de quel griot parlons-nous? C'est une question qui demeure. Je voudrais donc vous inviter, Monsieur Diakité, vous inviter à vous adresser directement à nos amis, les amis d'Ivoire TV, et donner le message que vous véhiculez essentiellement dans cette œuvre. Cette œuvre que je trouve un peu complexe. Bien sûr que l'œuvre est complexe, mais le message, le vrai message, c'est de rester toujours lié à la tradition. Et c'est combien d'années de vie en Occident. Et je m'éloigne de la source, mais en même temps, je comprends la nécessité de rester lié à la source. Donc ces musiques de griot, que ce soit griot venant du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, cette musique, ces paroles ont toujours été des sources d'inspiration. Donc pour moi, c'est fondamental. Le message de l'œuvre, c'est de toujours essayer de rester lié à la source. Merci. Comment est-ce qu'on peut se procurer cette œuvre? L'œuvre est sur Amazon.com et je veux insister que l'œuvre est bilingue, c'est en français et en anglais. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de faire ça? J'ai éprouvé le besoin de faire une œuvre bilingue parce que je voulais que les jeunes, surtout les jeunes africains qui sont nés ici, qui n'ont plus cette notion des traditions africaines, qui ne parlent qu'anglais, puissent lire le texte en anglais et en même temps en français s'ils veulent avancer dans développer cette langue. Docteur Diakité, je voudrais donc vous remercier essentiellement les responsables de ce centre qui nous a permis de faire cette émission. Il s'agit du New York Math Academy Coaching Services.
c'est ici à la 135 et 7e avenue. Je voudrais donc saluer ces personnes qui font un travail extraordinaire à encourager pour la communauté africaine, pour la communauté noire, je dirais. Un peu comme vous véhiculez l'information. Vous avez dit que vous avez écrit cette œuvre en 2 parties, en français et en anglais, pour amener les jeunes Africains, Ivoiriens, les enfants nés ici, qui ne parlent pas français, à apprendre la culture africaine. C'est un peu ce que fait ici les responsables de ce New York Math Academy. Ils font les mathématiques, ils font aussi toutes les autres disciplines. Ils permettent aux gens qui préparent le DAD de venir se former. Vous venez donc à cette adresse. Venez donc, permettez-moi de prendre mes lunettes maintenant. Vous venez donc à cette adresse. C'est le 2326 Adam Clinton Powell Jr. Boulevard, New York, 10030. Les numéros de téléphone sont les suivants. Le 212 281 67 70, le 347 653 80 43. Appelez ces numéros, venez visiter cet endroit, vous serez très très satisfait. Je voudrais donc vous remercier. Et si vous avez un mot à dire à l'endroit de ces personnes qui vous ont permis d'être à cet endroit. Non, parce que j'aime l'idée du centre, parce que on est toujours dans ce processus de formation et on sait que dans ce pays-là, quoi qu'on dise, la formation est très très importante. Donc j'étais très heureux d'être dans ce cadre avec tous les livres qui rappellent. C'est une institution éducative. Donc en tant qu'enseignant, je ne peux qu'encourager les parents à faire venir leurs enfants ici pour les cours, parce que c'est très important la formation de nos jeunes, surtout aux États-Unis. Parole d'un enseignant. Je voudrais donc, chers parents, vous demander d'écouter cet enseignant et de faire venir vos enfants à cette adresse. Je vous rappelle l'adresse, 2326 Adam Clinton Powell Jr. Boulevard, New York, 10030. Cet endroit est situé à la 136, 137 sur la 7e avenue. Merci et à très très bientôt. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.